Les matinales de KPMG. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 6 avril 2021. Enchanté de vous retrouver sur les ondes de Radio KPMG pour vous présenter l'essentiel de l'actualité comptable et financière du mois de mars. Au micro, Laurent Chilet, Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Depuis le 3 avril, la France a entamé son 3e confinement. Fermeture des commerces non essentiels, déplacements limités à un périmètre de 10 km, sauf dérogation, et télétravail systématique pour toutes les activités télétravaillables. Oui Hélène, et c'est dans ce contexte encore compliqué que nous avons choisi d'aborder dans notre dossier du mois la question de la cybersécurité. En effet, depuis un an et surtout depuis septembre 2020, en lien ou non avec la pandémie, les cyberattaques ont explosé, toujours plus destructrices pour les entreprises publiques ou privées. À tel point que le gouvernement a lancé mi-février un plan national pour faire émerger des champions français de la cybersécurité. Au travers de notre dossier du mois, nous examinerons donc les principaux enjeux de la cybersécurité pour les entreprises avec notre invité Vincent Marais, associé de KPMG Advisory. Mais commençons tout d'abord, si vous le voulez bien Laurent, avec le journal de la rédaction. Le journal. À la une aujourd'hui de l'actualité juridique avec la publication du décret prorogeant les assemblées générales à huis clos jusqu'au 31 juillet 2021. De l'actualité comptable ensuite avec la consultation de l'IASB sur son programme de travail pour la période allant de 2022 à 2026. La publication de l'amendement IFRS 16, la norme sur les contrats de location. Un amendement qui permet l'extension de la mesure de simplification temporaire aux aménagements de loyer jusqu'au 30 juin 2022. Et toujours dans cette actualité comptable, la parution, le 21 mars, d'un projet de norme appelé Disclosure Requirements. Ouvrons ce journal avec l'actualité juridique. Un décret paru le 9 mars prolonge, Laurent, de quelques mois la possibilité de tenir les assemblées générales à huis clos. En effet, Hélène, avec ce décret, le régime des assemblées à huis clos, applicable auparavant jusqu'au 1er avril 2021, est prorogé jusqu'au 31 juillet 2021. Ce régime temporaire, instauré dès le début de la pandémie en mars 2020, puis reconduit en décembre dernier, offre des facilités pour l'organisation et la tenue des assemblées générales. Notre expert, Alain Couret de KPMG Avocat, nous l'a d'ailleurs décrypté avec brio dans notre matinale du mois dernier. Je n'en dirai donc pas plus et je recommande vivement à nos auditeurs d'écouter ou de réécouter son interview. Et ils peuvent le faire à tout moment dans notre application mobile Radio KPMG. Poursuivons maintenant avec l'actualité comptable. L'IASB consulte à nouveau sur son programme de travail et par conséquent sur les sujets prioritaires à retenir au cours de la période 2022-2026. Que cherche précisément à savoir le normalisateur au travers de cette consultation, Laurent ? Au travers de cette consultation, l'IASB pose des questions sur sa stratégie et la répartition entre ces différentes activités, qui comprennent notamment le développement et la maintenance des référentiels IFRS et IFRS SMIs pour les petites et moyennes entreprises, le reporting digital via la taxonomie IFRS, l'amélioration des normes IFRS et les discussions avec les parties prenantes. L'IASB interroge également sur les critères permettant de prioriser ces travaux, comme par exemple l'importance ou l'universalité du sujet pour les investisseurs, ou encore l'interaction avec d'autres projets en cours, sans oublier sa capacité à traiter le sujet dans les délais. Et dans cette consultation, l'IASB propose également d'intégrer de nouvelles thématiques dans son programme de travail. L'IASB liste en effet 22 sujets qu'il pourrait traiter au cours de cette période, parmi lesquels on trouve par exemple les cryptoactifs, les risques climatiques, les avantages au personnel, la continuité d'exploitation, le tableau de trésorerie ou encore les taux d'intérêt négatifs. Et j'en passe bien sûr. Et pour vous exprimer sur cette consultation, vous devez le faire d'ici le 27 septembre prochain. Restons dans l'actualité comptable. Dans notre matinale de mars, nous évoquions la publication prochaine de l'amendement à IFRS 16, un amendement qui étend la mesure de simplification temporaire aux aménagements de loyer jusqu'au 30 juin 2022. Oui, et c'est chose faite depuis le 27 mars. Mais comme nous le disions sur ces ondes le mois dernier, les groupes européens doivent désormais attendre l'adoption de cet amendement par l'Union européenne, dont la date est encore difficile à prévoir.
En clair, les entreprises peuvent espérer l'appliquer au plus tôt dans leur compte semestriel 2021 via une comptabilisation de l'effet cumulatif éventuel dans les capitaux propres d'ouverture au 1er janvier 2021, sans avoir à retraiter les périodes comparatives ni à donner les informations normalement prévues par IAS 8. C'est bien clair. Finissons ce tour d'horizon de l'actualité comptable avec la publication, le 21 mars, d'un projet de norme IFRS intitulé, dans la langue de Shakespeare, Disclosure Requirements in IFRS Standards, a Pilot Approach. Que peut-on en dire d'ores et déjà, Laurent, de ce projet ? Que l'IASB a de la suite dans les idées. En effet, avec ce projet de norme, l'IASB poursuit ses réflexions sur la question des informations à fournir dans les notes annexes, dans le cadre de son projet Better Communication, et en complément de son exposé sondage Primary Financial Statements, des thèmes que nous avons souvent eu l'occasion de présenter sur ces ondes. Et sur le fond ? Sur le fond, cet exposé sondage présente les nouveaux principes que l'IASB entend se fixer dans la rédaction des paragraphes consacrés aux informations à fournir dans ces normes, et les illustre au travers de la refonte des exigences en termes d'informations à fournir, prévues par la norme IFRS 13 sur les évaluations à la juste valeur, et par IAS 19, la norme relative aux avantages du personnel. Le principe général étant de satisfaire aux besoins d'information des utilisateurs via une communication financière appropriée et pertinente. Et vous avez jusqu'au 21 octobre prochain pour vous exprimer sur ce projet de norme. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications du mois de mars à signaler à nos auditeurs, Laurent ? J'en signalerai 2. La première, New on the Horizon, sur les activités régulées. Publication qui explore en détail les propositions faites par l'IASB dans son exposé sondage du 28 janvier dernier sur les actifs et passifs régulatoires, dont nous avions parlé dans notre matinale du 2 février dernier. Cette publication, dont vous retrouverez le lien dans notre application Radio KPMG, examine certains des impacts attendus et propose des exemples illustrant la façon dont les entreprises pourraient appliquer la nouvelle norme proposée. Nous conseillons aux entreprises exerçant des activités potentiellement visées d'analyser dès maintenant leur éligibilité à cette future norme dont les implications pratiques pourraient être non négligeables, et donc de prendre connaissance de cette publication. Elles peuvent éventuellement répondre à la consultation qui est ouverte jusqu'au 30 juin prochain. Et bien sûr, le numéro d'IFRS en bref de mars, accessible sur kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve tout de suite avec notre invité. Le dossier du mois. Essentielle à la souveraineté des États, à la pérennité des entreprises et à la sécurité des citoyens, la cybersécurité est un enjeu majeur du XXIe siècle. Ainsi s'est exprimé Bruno Le Maire, ministre de l'économie, le 18 février dernier, lors de l'annonce d'un plan cyber d'1 milliard d'euros à horizon 2025. Une stratégie nationale qui vise à faire émerger des champions français de la cybersécurité. En effet, depuis 1 an, les technologies numériques ont pris une place centrale au sein des entreprises et dans la vie des citoyens, en France et partout dans le monde. En parallèle, a eu lieu une recrudescence des cyberattaques d'acteurs économiques, privés et publics. Ainsi, des hôpitaux ont vu leur activité bloquée ou perturbée pendant plusieurs semaines. Autant de bonnes raisons pour évoquer sur ces ondes la question de la cybersécurité dans le contexte de la crise actuelle. Et j'aurai le plaisir de le faire avec Vincent Marais, associé au sein de KPMG Advisory et responsable des offres cybersécurité et protection des données personnelles. Bonjour Vincent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. En juin 2020, vous vous exprimiez déjà à ce micro sur la question de la cybersécurité. Vous nous disiez à l'époque que les salariés avaient basculé à la hussarde vers le télétravail avec des conséquences sur la sécurité informatique des entreprises. 1 an après, quel est votre diagnostic de la cybersécurité en France ? Bien, mon diagnostic, il est assez contrasté. Il est vrai que le basculement en télétravail qui a été réalisé en mars 2020 a été fait un peu à l'arrache, avec une prise de risque que l'urgence de la situation sanitaire justifiait sans doute. Mais on pouvait aussi craindre que le choc économique dû à la pandémie entraîne des coupures importantes dans les budgets cybersécurité. Or, sur ce point, les directions générales ont globalement su préserver ce poste de dépense. Selon nos interlocuteurs en charge de la cybersécurité dans les entreprises, les budgets nécessaires à la sécurisation des nouveaux modes de travail ont été dégagés et parfois
Même la crise Covid a débloqué des projets de cybersécurité qui étaient en souffrance depuis des mois ou des années. Et d'ailleurs, dans l'enquête KPMG CIA Outlook qui vient d'être publiée, le risque cyber est le risque numéro 1 pour les dirigeants. Une étude que vous pouvez retrouver sur notre page internet kpmg.fr. Vous disiez, Vincent Marais, un diagnostic contrasté. Les entreprises n'ont donc pas été épargnées par les cyberattaques. En effet, les entreprises grandes, moyennes, petites ont dû faire face depuis la rentrée 2020 à une véritable avalanche d'attaques de type ransomware. Ces attaques, elles ont évolué. Auparavant, elles étaient menées via des logiciels malveillants qui se répandaient dans les réseaux. C'était dangereux parce qu'il suffit d'une faille pour être infecté, mais ces logiciels n'avaient pas d'intelligence. Aujourd'hui, on constate que ce sont des cybercriminels en chair et en os, si on peut dire, qui s'introduisent dans les réseaux des entreprises. Ils observent leurs victimes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ils détruisent les sauvegardes en ligne, c'est-à-dire celles qui sont accessibles via le réseau. Et enfin, souvent un vendredi soir d'ailleurs, pour maximiser l'impact, ils portent les stockades en chiffrant les données et les systèmes de l'entreprise. Et comme les sauvegardes ont été détruites, les entreprises sont acculées parce qu'elles risquent de perdre définitivement toutes leurs données. Et d'ailleurs, si ça ne suffit pas, les cybercriminels exercent de plus en plus un chantage à la divulgation des données qu'ils disent avoir exfiltrées avant le chiffrement des systèmes. On a d'ailleurs noté en parallèle une évolution dans les fraudes au président qui ont lieu de plus en plus via une intrusion dans la boîte mail d'un dirigeant, d'un DG, d'un DAF, etc. Et ça peut être dû à une attaque de phishing ou à un mot de passe faible ou réutilisé sur d'autres sites Internet. Et donc, l'attaquant va là aussi passer plusieurs semaines à analyser les échanges. Par exemple, est-ce que le DAF et le DG se tutoient ? Et il va repérer des opérations ou des transactions en cours et les tiers impliqués, des fournisseurs, des clients. Et quand il est prêt, l'attaquant il envoie un mail provenant de la boîte de messagerie du DAF ou du DG et demandant, selon le cas, que le RIB d'un fournisseur soit changé, par exemple, dans l'application de paiement ou qu'on procède à un virement correspondant à une pseudo-opération secrète. Ce que vous dites fait froid dans le dos. Ces attaques ont culminé avec celle de l'hôpital de Dax le 12 février dernier. D'ailleurs, quelques jours après, le gouvernement lançait le plan national de cybersécurité que je citais en introduction. Oui, l'attaque de l'hôpital de Dax a en effet frappé les esprits. Déjà, en novembre 2019, le CHU de Rouen avait été attaqué. Et tout ça, ça prouve que les cybercriminels, ou au moins certains, n'ont absolument aucun scrupule, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur de telles attaques sur des hôpitaux, surtout en période de pandémie. Eh bien, c'est une perturbation du système d'information pendant des semaines, et ce sont donc des malades qui sont moins bien soignés malgré tous les efforts du personnel hospitalier. Alors, l'ANSSI est intervenue, une enquête judiciaire est en cours. J'espère qu'elle permettra d'identifier les coupables et puis de les envoyer méditer derrière les barreaux. Des événements structurants qui ont fait prendre conscience de l'importance de la cybersécurité. Certaines entreprises pourraient tout de même encore hésiter à investir dans ce domaine. Les effets délétères d'une cyberattaque sont en effet nombreux. La perte de chiffre d'affaires, bien sûr, due à l'impossibilité de produire, de vendre ou de facturer. Les éventuels rançons, le recours à des prestations externes pour gérer l'incident et pour remettre les choses en ordre, et des frais de remise à niveau de la sécurité qui peuvent aussi s'ajouter à la note. Au total, on peut avoir des pertes qui vont jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros en chiffre d'affaires et plusieurs dizaines de millions d'euros en résultats pour un grand groupe. Et en général, une attaque de ransomware, c'est plusieurs semaines de grosses perturbations des opérations. Il ne faut pas oublier aussi la monopolisation de l'attention du management qui ne fait rien, pratiquement rien d'autre pendant ce temps-là, l'épuisement des équipes, le retard dans les projets, et puis dans certains cas, il y a aussi une perte de confiance, il y a un impact sur les relations de travail parce que, par exemple, la personne qui a cliqué sur le lien dans le mail de phishing qui a provoqué l'intrusion et l'affection par le ransomware, c'est quelque chose qui, en termes humains, peut être assez dur. Dans le cas des fraudes au président, il y a aussi parfois des soupçons de complicité interne qui contribuent à détériorer l'atmosphère. Ceux qui hésitaient encore à investir devraient être convaincus. Lors de l'attaque, des rançons sont souvent demandées aux entreprises. Leur recommandez-vous de les payer, ces rançons ? C'est une question difficile parce que payer, bien entendu, c'est encourager ce type d'attaque et c'est pas souhaitable. Mais quand vous êtes un DG, que votre DSI, votre directeur des systèmes d'information vous annonce
que les sauvegardes ont été totalement détruites, quelles sont vos options? On parle dans certains cas de la survie de l'entreprise. Ce qu'on peut conseiller, c'est d'avoir systématiquement recours à des professionnels de la gestion de crise cyber pour déterminer non pas les meilleures options, mais les moins mauvaises solutions au cas par cas. Justement, quelles stratégies doivent adopter les entreprises pour améliorer leur cyberdéfense, à votre avis, Vincent Marais? En fait, la meilleure solution, c'est de jamais en arriver là. Donc, il y a un moyen relativement simple par rapport aux attaques de type ransomware, c'est de toujours avoir des sauvegardes hors ligne, c'est-à-dire conservées dans des dispositifs qui ne sont pas connectés au réseau interne. Et dans ce cas-là, même des cybercriminels très très forts ne pourront rien faire. Il faut aussi prévoir d'autres typologies de catastrophes, comme par exemple des incendies, mais on peut tout à fait dupliquer les sauvegardes avec par exemple un jeu au coffre, un jeu hors site et un jeu en ligne prêt à restaurer un fichier effacé par erreur. Et surtout, il faut faire des tests réguliers pour savoir si on peut restaurer les sauvegardes. Parce que devoir réinstaller des systèmes, restaurer des données, c'est jamais un exercice qu'on fait dans la joie et l'allégresse. Mais quand on a des sauvegardes et des bonnes sauvegardes, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Dans le cas de la fraude au président, là aussi, il y a des choses à faire tout de suite, au moins pour les dirigeants, qui sont principalement visés, c'est de protéger l'accès à la messagerie et au VPN par des mécanismes d'authentification forte ou de double authentification, ce qui permet de ne pas se reposer uniquement sur un mot de passe. Donc ces mécanismes, ça correspond à ce qu'on peut avoir sur nos comptes de banque en ligne ou avec, quand on fait des opérations, un code de confirmation qui est envoyé par SMS. Et est-ce une bonne idée de souscrire une assurance pour se prémunir des dégâts causés par une cyberattaque? Ça devient en effet une mesure très largement mise en place dans les grands groupes et de plus en plus dans les ETI. Disons qu'il y a un équilibre économique qui n'est pas encore tout à fait calé pour ce marché entre les primes d'assurance et les couvertures. Et les choses sont en train de bouger d'ailleurs du fait de la recrudescence des attaques. Donc il faut donc surveiller les primes et les couvertures et vérifier que les couvertures sont cohérentes avec les risques dont on veut se protéger. Et puis il faut aussi considérer qu'il y a des risques qu'il est difficile de couvrir par une assurance, comme par exemple l'atteinte à la confiance de ses clients. On pourrait penser que les DSI sont les seuls concernés par la question de la cybersécurité au sein de l'entreprise. Est-ce vrai? Je dirais que ce n'est plus vrai. Les impacts des cyberattaques sont tels que toute l'entreprise est concernée. Parce que quand l'entreprise est à l'arrêt, quand des employés sont en chômage technique, on ne peut pas dire que ça soit uniquement l'affaire du directeur des systèmes d'information. Donc on a vu par exemple récemment un syndicat publier un communiqué, incendiaire d'ailleurs pour la direction, après une cyberattaque. En outre, l'entreprise, elle évolue dans un écosystème avec des partenaires, des clients B2B ou B2C, des assureurs, des banquiers, des agences de notation, des régulateurs, la presse aussi, l'opinion publique. Et tous ont des attentes sur la capacité de l'entreprise à se protéger et surtout à protéger les données qui lui sont confiées contre les cyberattaques. Donc la cybersécurité, je pense qu'on peut dire que c'est aujourd'hui un vrai sujet de direction générale. En tant qu'expert de la cybersécurité, quels conseils pratiques et quels messages clés pourriez-vous prodiguer aux entreprises et aux dirigeants qui nous écoutent? Je pense que l'un des sujets principaux, c'est de mettre à jour au moins tous les ans une cartographie des risques métiers liés à la cybersécurité. Une cartographie qui décrive des risques opérationnels suffisamment précis pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action ciblés. La surface d'exposition des entreprises, elle évolue, notamment avec les projets de transformation numérique et également avec des cybercriminels qui adaptent leurs tactiques pour maximiser leurs profits. Il faut donc être capable de capter ces risques qui se transforment et d'adapter les mesures de sécurité en n'hésitant pas, le cas échéant, à alléger des procédures ou des outils de cybersécurité qui ne sont plus assez efficaces. Vincent Marais, cet entretien touche à sa fin. En guise de conclusion, vous diriez? Je dirais que la transformation numérique, ça accroît la surface d'exposition des entreprises et leur dépendance aux technologies. Il faut donc, d'une part, assurer la protection du patrimoine face aux cyberattaques, mais il faut aussi intégrer le sujet de la cybersécurité dans les projets de transformation, sous peine simplement de se le voir rappeler un peu brusquement lors d'une cyberattaque. Un grand merci à vous pour cet éclairage. Pour aller plus loin sur le sujet de la cybersécurité, vous pouvez consulter l'étude réalisée par KPMG International, une étude intitulée The Changing Shape of Ransomware, publiée le 31 mars dernier, une étude à retrouver dans notre application mobile Radio KPMG. Nos équipes, emmenées par Vincent Marais de KPMG Advisory, sont à votre disposition pour vous accompagner dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Cette émission est maintenant terminée.
Prochain rendez-vous des matinales de KPMG, le mardi 4 mai 2021. Très bonne journée à tous. Les matinales de KPMG.